J'accueille dans cette deuxième partie Joël Autebert. Bonjour Joël. Bonjour. Je suis ravie de vous entendre et de pouvoir aller non pas plus loin que votre livre que je présente à nos auditeurs, mais peut-être en extraire quelques points saillants. Je pense qu'à notre époque, et c'est le constat, je suppose, que vous avez fait avec les éditions de l'Homme Nouveau, nous avons vraiment besoin de nous former. Et nous croyons parfois qu'en regardant une petite vidéo de 3 minutes, de 3 minutes 50, on va pouvoir se former sur un point. Mais on s'est bien tous rendu compte qu'on a besoin de passer par l'écrit, qu'on a besoin de compulser, de revenir. Et bravo de nous donner cet outil. Je donne le titre de votre opus, Cohérence de la déconstruction. Mais il s'agit de tout un ensemble que vous allez nous présenter. Vous souhaitez pouvoir donner des clés pour comprendre notre monde. Vous êtes Joël Autebert, le directeur de cette collection. Pouvez-vous nous la présenter, puis nous y reviendrons? Alors, la collection s'appelle Critères et elle a été lancée le mois dernier avec la publication des 3 premiers ouvrages, celui que vous mentionnez, Cohérence de la déconstruction, également un ouvrage de Jean-Marie Vernier intitulé Nietzsche ou l'exultation de la transgression, et un livre de Cyril Douneau, qui, comme moi, est professeur de droit, et qui s'intitule L'Église hors la loi. 3 ouvrages différents, mais qui sont en réalité très connexes dans la mesure où eh bien, nous assistons à une déconstruction dont les origines sont lointaines. Nietzsche fait partie des déconstructeurs et l'aboutissement, c'est l'effacement de l'Église, au même titre que nous assistons aussi à un effacement de l'homme au bout de toute une chaîne d'idéologies qui se sont succédées, qui ont agi parfois simultanément aussi, et qui aboutissent, en ayant au départ rejeté Dieu, qui aboutissent à l'effacement de l'homme. Donc il y a évidemment un lien entre ces 3 ouvrages, et il y aura un lien entre tous les ouvrages que nous publierons. L'objectif étant de publier à peu près 10 à 12 ouvrages par an, euh, portant sur, avant tout, le politique. Vous avez parlé de la formation, il sera question du bien commun, il sera question de l'autorité, de l'État, des constitutions, des corps intermédiaires. Il sera question, dans la lignée du travail sur Nietzsche, des idéologies et des philosophies qui sont responsables de ce phénomène de déconstruction. Donc il sera question du libéralisme, du marxisme, du fascisme, du national-socialisme et des formes contemporaines, principalement du marxisme et du libéralisme. Et puis, nous aborderons aussi des sujets d'actualité ou encore des portraits, parce que on ne se contente pas évidemment d'apporter un regard critique sur un certain nombre de pensées, mais aussi nous mettrons en lumière ou en avant un certain nombre de personnages qui ont réalisé de belles choses ou qui ont écrit de belles choses. Ainsi, toute personne qui ressent ce besoin de se former pour agir trouvera des clés dans toute cette collection qui pourra être véritablement utilisée comme un outil. Vous voyez, c'est un livre qui n'est pas écrasant. Vous avez, en tant que professeur de droit, tout à fait l'habitude de concentrer en choisissant les mots. Nous reviendrons à cette question des mots. Et donc, ce sont des outils. Vous avez intitulé celui que vous nous présentez aujourd'hui, Joël Autebert, Cohérence de la déconstruction. Par ce titre, que voulez-vous dire? Voulez-vous dire qu'il y a une logique, qu'il y a un plan? Expliquez-nous. Cohérence de la déconstruction. Alors, vous avez employé les mots cohérence et plan. Le mot cohérence apparaît dans le titre et pas le mot plan. Et effectivement, l'idée d'une cohérence, d'une logique, d'un mouvement, d'un processus ne signifie pas forcément que cela a été planifié, en tout cas par les hommes, hein, bien sûr. Peut-être que quelqu'un planifie tout ça, le prince de ce monde, mais enfin, en tout cas, nous pouvons simplement observer à vue humaine une cohérence. C'est-à-dire que il y a un enchaînement de causes et d'effets, un principe initial qui est celui du désir d'émancipation face à un ordre des choses qui s'impose aux individus. Et ce désir d'émancipation a généré
l'individualisme, qui lui-même a généré l'étatisme, mais cette émancipation a aussi donné naissance à l'absolutisation de la science, l'homme croyant parvenir à la maîtrise des lois de la nature et par cela même parvenir à la maîtrise du monde. Mais en prétendant être soumis comme tout être vivant à des lois naturelles nécessaires et fatales, l'homme se considère comme une pure matière, par conséquent, il s'enchaîne. Et c'est tout à fait paradoxal. Nous avons là les deux fondements, je dirais, du monde moderne et de la déconstruction, c'est-à-dire d'une part l'individualisme et d'autre part la réduction de l'homme à l'état de chose. C'est une chosification. Et on comprend évidemment de ce fait-là, d'une part, les logiques totalitaires qui se caractérisent par la liquidation de l'homme, et d'autre part aussi le volontarisme débridé, c'est-à-dire l'idée que l'individu est une volonté totalement désincarnée de tout enracinement familial, social, politique, voire même déraciné de toute réalité biologique. Les paradoxes aujourd'hui sont constants. On exalte la nature quand il s'agit des écosystèmes. Par contre, quand vous parlez d'une nature humaine et d'une loi naturelle attachée à la nature de l'homme, là, ça ne va plus. On parle de l'exaltation de l'individu, mais nous sommes dans un système extrêmement étatisé, etc. Les paradoxes sont multiples. Ils sont multiples, mais pour autant, il y a bien une cohérence parce que tout s'enchaîne. Euh, je ferai une petite analogie. Vous savez, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui, dans sa maison, veut déplacer un meuble. Prendre un meuble dans une pièce pour le placer dans une autre pièce. Eh bien, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs chemins possibles. Peut-être que je vais passer à gauche de cette table ou à droite et que je vais prendre tel escalier ou au contraire prendre un autre moyen, enfin, je ne sais pas. Il y a de multiples possibilités. Et simplement, si plusieurs proposent des chemins variés, tous s'accordent sur le but. C'est-à-dire, il faut déplacer le meuble. Alors, on peut considérer que ce qui caractérise les idéologies modernes, c'est qu'elles s'accordent sur cette volonté d'émancipation de l'homme à l'égard d'un Dieu créateur et maître et à l'égard d'un ordre naturel entendu dans le sens classique. Et simplement, les moyens divergent. Bah, aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, et c'est ce que l'on voit depuis 2 siècles. Les idéologies peuvent s'opposer. Le libéralisme s'oppose au socialisme. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale s'opposer toutes les idéologies issues du monde moderne, mais pour autant, elles sont toutes en réalité dans le même camp par rapport à cette idée d'un ordre naturel des choses fondé sur un créateur. Voilà cette idée de logique de la déconstruction. Il est intéressant au sujet des mots, et vous insistez beaucoup là-dessus, parce que j'imagine qu'en tant que professeur, vous voyez arriver peut-être des étudiants qui étiquettent sans nuancer, qui ont peut-être pas une connaissance profonde de tout ce que les concepts euh, revêtent, euh, euh, enfin, en- contiennent et les idéologies entrent, si je puis dire, comme dans du beurre, dans des pensées qui ne sont pas structurées par les mots. Donc là, vous venez de le dire, il y a des choses qui frottent, mais en fait, pour avoir les nuances, il faut avoir la connaissance. Comment travailler là-dessus? Comment lever les malentendus? Vous, en tant que Alors, professeur, vous le faites, et puis là, vous nous offrez cet outil, et nous-mêmes, donnez-nous des clés. Alors, le combat sémantique est le premier des combats politiques. Orwell l'avait rappelé dans 1984 avec beaucoup de pertinence. Je prendrai un exemple très simple. Nous avons l'habitude, même parmi nous, si vous voulez, je ne parle pas de gens qui sont marqués par une idéologie déconstructiviste, justement, mais nous prenons l'habitude de parler de questions sociétales. Or, le mot sociétal n'est pas innocent du tout. Il s'agit de déplacer des questions qui sont en réalité anthropologiques, qui touchent à l'homme, à sa nature, à la morale naturelle, de les déplacer vers le champ de la société, c'est-à-dire par conséquent vers ce qui est artificiel, vers ce qui est créé, vers ce qui est relatif. Donc, qualifier de questions sociétales des sujets comme l'euthanasie, l'avortement, le mariage, c'est déjà
gagner le combat sémantique. C'est-à-dire qu'on se place déjà sur un terrain qui n'est pas le véritable terrain de ces questions, puisque ces questions relèvent de l'anthropologie. Pour moi, cet emploi de plus en plus fréquent et dilué du qualificatif de sociétal est tout à fait exemplaire de l'enjeu du combat sémantique. Bon, on peut prendre un autre exemple, euh, plus politique peut-être, plus idéologique. Le mot fascisme le mot fascisme aujourd'hui est un terme qui est employé essentiellement par la gauche pour désigner ceux qui seraient anti-marxistes, ceux qui sont anti-marxistes, pas spécialement libéraux, ainsi ont été qualifiés de fascistes toute une série de régimes, de courants politiques qui objectivement ne l'étaient pas. Or, quand on regarde les choses avec attention, quand on étudie l'histoire et les idées, on constate que le fascisme est issu du socialisme et du jacobinisme. Par conséquent, se voir qualifié de fasciste quand on défend la monarchie, par exemple, et puis la monarchie classique, fondée sur des principes qui sont ceux de la pensée traditionnelle, si on veut, en parlant très schématiquement, bien évidemment, on n'a rien à voir avec toutes les conceptions issues du socialisme, issues du jacobinisme. Le national-socialisme était lui-même une idéologie révolutionnaire. Vous voyez? Donc, nous avons un langage, ou du moins une utilisation politicienne du langage politique qui ne correspond pas au sens réel des termes. Donc il faut apprendre à redonner leur véritable sens aux mots. Et c'est d'autant plus important que le risque que l'on peut voir subvenir aussi, c'est que certains estiment positif des courants ou des idées non connues ou pas bien connues parce qu'elles sont critiquées par les partisans du wokisme. C'est pas parce que les partisans du wokisme critiquent tel courant que pour autant ce courant est bon. Encore une fois, on ne justifie pas la qualité d'une doctrine par ce qu'elle critique, mais parce qu'elle défend, par ce qu'elle propose, par son contenu. Et cela demande évidemment eh bien, d'adapter les termes un contenu véritable. Mais qu'est-ce que vous préconisez, Joël Hautebert, pour lutter contre cela? Je ne sais pas, c'est toute une éducation en fait que vous évoquez. Une éducation, ne pas employer des mots que l'on ne saisit pas, apporter des nuances, se former quand on a des manques, arrêter d'être pavlovien. Bref, tout ça on est d'accord, mais comment? Eh bien, cela passe par une formation. Ça, c'est, je crois, tout à fait élémentaire. Une formation qui s'appuie sur la philosophie réaliste, qui requiert une méthode d'analyse des événements, des doctrines. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y aura dans les mois à venir également un ouvrage sur la méthode politique, sur la prudence politique. La politique n'est pas une technique. Il faut apprendre à raisonner. Voilà, il y a une méthode de raisonnement. Alors, il y a cela, et puis il y a aussi, bien sûr, la connaissance, tout de même, au moins élémentaire, de la plupart des doctrines politiques que nous connaissons aujourd'hui. La formation est indispensable, mais comme vous l'avez dit, vous avez commencé par là tout à l'heure, Valérie, on se forme pour agir, mais on ne peut pas agir bien quand on n'a pas la formation adéquate. Il y a toujours une relation, d'ailleurs je commence par là dans mon livre, il y a ce rapport entre la pensée et l'action. Euh, Au commencement était le verbe. Au commencement était le verbe, le logos. Mm. Bon. Donc on commence toujours par là, hein. Et d'ailleurs, c'est tout de même une chose que je pense qu'on peut observer souvent, c'est que les gens agissent finalement comme ils pensent. Et quand ils pensent, quand les connaissances sont vagues, quand les principes sont diffus, eh bien, l'action elle-même va manquer de cohérence. C'est logique. Voilà. Alors, il ne faut pas, en revanche, tomber dans, évidemment, un désir de formation qui est purement intellectuel, si vous voulez, et qui n'aboutit sur rien. Il faut toujours réfléchir à cet équilibre. Il faut bien penser pour bien agir, mais bien penser ne suffit pas pour que les bonnes idées soient appliquées. Je dis souvent que les vérités qui sont dans un livre, si le livre est fermé et dans une bibliothèque et lu par personne,
il ne sert à rien. Les idées qui sont dans l'ouvrage n'auront absolument aucune influence. Alors tous les deux, nous pouvons rendre hommage à cette bonne maison que nous chérissons, qui est Ictus rue des Renaudes. On peut renvoyer aussi nos auditeurs, parents, éducateurs, jeunes auditeurs qui nous écoutent, à toutes les formations que propose Ictus. ICHTUS.fr, vous pouvez retrouver sur le site. Oui, il y a un urgent besoin de se former aujourd'hui. Et merci à l'Homme Nouveau, on voit bien là aussi tout l'héritage, de nous donner ces outils-là et comment dire, et de vous conduire, vous, Joël Autebert, et vous le faites en tant que directeur de collection, à nous donner des outils qui sont condensés. C'est un gros travail. Comment procédez-vous avec vous-même et avec vos auteurs pour que la Alors, chose soit condensée? c'est un travail qui est exigeant. Je pourrais demander à Jean-Marie Vernier et Cyril De nous. Douneau, qui ont écrit aussi. C'est exigeant, mais c'est nécessaire. Bah, effectivement, c'est l'objectif de la collection, c'est de proposer des ouvrages peu chronophages, il y a quoi, 70 pages à peu près, mais cependant denses. Cette densité, ce sont des ouvrages écrits, a priori, enfin, je parle pour Jean-Marie Vernier et pour Cyril Douneau par des spécialistes de ces questions, qui ont cette capacité à pouvoir synthétiser leurs propos de façon à ce que un ouvrage de ce type puisse être lu en quelques heures, hein, rapidement. Alors, lorsque ce projet de collection m'est venu à l'esprit, Philippe Maxence a eu la très grande, la très bonne idée, et puis d'acquiescer, de soutenir le projet dans le cadre des éditions Rad Decima, idée qu'il avait lui-même en réalité. Je pense que ça correspond bien à un besoin de proposer des ouvrages qui ne sont pas des gros traités. C'est pour ça que, a priori, enfin, en général, les thèmes choisis seront toujours des thèmes assez précis, de façon à ce que, bah, si on veut évidemment acquérir une formation plus poussée, bah, et au bout d'un certain nombre de mois, nous aurons publié des ouvrages qui, je dirais, s'ajoutent les uns aux autres et pourront être lus les uns après les autres, quoique les auteurs soient tous différents et que chacun, évidemment, écrit avec sa manière propre d'envisager la question. Mais il y a, et nous y sommes attentifs, une véritable homogénéité intellectuelle. Et vous avez souhaité donner à cette collection le nom de critères au pluriel. Pourquoi critères? Quels sont-ils? Comment les travailler? Comment les trouver? Alors, critère est un terme qui renvoie au discernement, les critères du discernement. Alors, il y a d'autres termes qui auraient pu être employés, comme principes, fondamentaux. Il y a pas mal de mots qui sont ainsi d'ailleurs présents dans un bon nombre de collections plus universitaires. Je pense à la collection Droit fondamental pour les juristes, bien sûr. Mais le mot critère renvoie au discernement. Et l'idée, c'est évidemment de proposer des ouvrages qui aide au discernement intellectuel, mais un discernement qui est destiné, là encore, à être efficace dans les actions envisagées, hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est le fait de dire que la vérité existe ne signifie pas qu'on la possède. Une citation du pape Benoît XVI que je reprends d'ailleurs, ce qui compte, c'est d'être possédé par la vérité. Voilà. Or, le domaine politique est un domaine qui est rendu nécessaire par l'ordre naturel lui-même. Et il y a un point qui est très important, qui va ressortir d'ailleurs de la plupart de nos ouvrages, c'est que quand on défend l'idée d'un ordre naturel, ce n'est pas du fixisme Hmm. politique, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement des déterminations qui sont indispensables et rendues indispensables par la loi naturelle elle-même. Il faut déterminer les choses dans le concret. Il peut y avoir parfois des évolutions historiques liées au contexte, à toute une série de choses. Et donc, c'est donc un vrai travail de raisonnement. Voilà, voilà. Le politique est œuvre de raison, il est œuvre de la nature, il découle de la nature, mais il est aussi œuvre de raison. Donc la raison
par définition, elle a besoin de critères. Et ces critères sont fondés sur quoi? Bah, principalement sur la philosophie réaliste, bien sûr, et puis tout l'héritage de l'expérience de siècles d'histoire. À part ce retour au réel, je pense que vous touchez ce qu'intuitivement beaucoup d'éducateurs sentent comme nécessaire dans leur travail à l'égard de leurs enfants ou de leurs élèves, c'est de revenir à ce qui est, non pas au virtuel, hein, revenir au réel, s'y frotter. Et j'aime la manière dont vous le présentez dans votre livre. Vous dites montrer la chose comme on le fait lorsqu'on a deux langues différentes. Entre étrangers, on se montre la chose. Eh bien, je trouve que c'est plein de sens là. Vous mettez en mots ce qu'intuitivement on peut ressentir. Oui, alors il faut partir du réel. Ça, ça paraît simpliste comme réflexion, mais c'est à la vérité premier. Eh oui, Simplement, il faut aussi être justement capable de discerner convenablement, et pour cela, d'avoir aussi cette architecture intellectuelle. Je vous donne une illustration que beaucoup peuvent, je pense, comprendre. On remarque souvent qu'il y a des réactions saines face à des désordres. Par exemple, la question de l'écologie. Bon, qu'il y ait une réaction contre les méfaits de la société industrielle, la société du déchet, c'est très bien, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, quelle réponse donner? C'est là où on constate que on peut avoir un constat juste sur quelque chose, et là on est dans le réel si vous voulez, mais après vous avez hélas toujours des mécanismes idéologiques qui vont se mettre en œuvre pour proposer à nouveau quelque chose qui va aller toujours dans le sens de la déconstruction justement. Et donc il faut à partir d'un constat être capable de proposer quelque chose, c'est-à-dire des mesures politiques, sociales et autres, qui soient ordonnées. Voilà. Cette notion d'ordre est également très importante. Le réel est ordonné. Bon, mais il faut être capable, à partir juste du concret, de montrer l'ordre qu'il y a dans ce réel. Et c'est là où il y a évidemment tout un travail de raison. Et c'est en ce sens aussi que l'idée de critères, évidemment, revient immédiatement à l'esprit. tout à l'heure, vous avez employé l'expression bien commun. Et je suis très heureuse que vous soyez à notre micro, Joël Hautebert, parce que dans une précédente émission avec un autre invité, on l'avait un peu abordé et on s'était dit il faudrait vraiment un jour pouvoir le définir correctement. Je pense que vous êtes la bonne personne pour nous aider. Le bien commun, il se trouve que je l'ai employé récemment dans un autre contexte et on m'a dit ah, vous dites bien commun, bah, on voit tout de suite qui vous êtes. Alors j'aimerais bien aussi que vous évoquiez cela, et aider nos auditeurs à comprendre ce qu'est le bien commun, comment l'instaurer, l'entretenir. Alors, il est vrai que pour des personnes qui ont un certain bagage intellectuel, la notion de bien commun renvoie à la pensée aristotélicienne, au thomisme et de manière générale à la pensée catholique, mais pas uniquement. Euh, Cependant, l'expression est employée par des personnes qui ne se rattachent pas nécessairement à ces courants philosophiques, parce que bah, le terme peut être employé dans le sens d'intérêt général, de bien public, alors que pour autant, l'expression bien commun n'a pas le même sens. Alors tout d'abord, le bien commun suppose un bien, qu'il existe un bien. Voilà, un bien. Et non pas une pluralité de biens dépendant de la volonté de chacun. Voilà, il y a un bien, et ce bien, il est commun. Alors, il est commun, mais c'est le bien aussi de la communauté. Voilà. C'est donc un bien qui existe à une certaine échelle, qui est celle de la communauté. Se pose donc la question du rapport entre les individus, les citoyens ou les sujets, et le pouvoir politique ou la communauté, parce que le pouvoir politique n'est pas la communauté. Le pouvoir politique est chargé du bien de la communauté. Et traditionnellement, depuis Aristote, on fait observer que
l'individu est une partie du tout qu'est la communauté. C'est-à-dire que nous devons songer à l'intérêt du tout. Si le tout ne fonctionne pas bien, les parties en subissent les conséquences, hein. Voilà. Alors, simplement, il n'y a pas de contradiction en réalité entre le bien propre de chacun et le bien commun, dans la mesure où c'est en poursuivant le bien commun que nous servons notre bien propre. Ça, c'est une idée capitale. Alors attention, quand je dis bien propre, ce n'est pas l'intérêt personnel. C'est autre chose. L'intérêt personnel, ça veut dire je satisfais mes passions, je fais ce que j'ai envie de faire. Le bien propre, c'est le fait de dire, pour mon bien, qui suppose la pratique de la vertu, mais j'ai des efforts à faire, et ces efforts, je les fais pour le bien de la communauté. C'est en ce sens que, évidemment, bien commun et bien propre ne sont pas en contradiction. Nous avons une dimension politique. Nous sommes par nature des êtres politiques. On a tendance à l'oublier ou à ne pas suffisamment peser les conséquences de cette réalité naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager l'homme seul. On ne peut pas. L'homme seul n'existe pas. Déjà, on n'a pas décidé de venir au monde, on n'a pas décidé de venir au monde dans tel pays, mais nous bénéficions de tous les bienfaits que nous offre la communauté dans laquelle nous arrivons. C'est pourquoi nous avons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser totalement, quels que soient les grands bienfaits que nous pourrons nous-mêmes apporter à la communauté. Pour nous, la France. Bon, donc il y a évidemment, ici, un sens du commun qui est absolument indispensable, sans lequel il n'y a pas d'avenir pour une société. Mais il faut du commun, et le commun ne peut être fondé que sur quelque chose de bon, bien commun. Et ce bien commun, encore une fois, en le poursuivant, eh bien, nous agissons aussi conformément à notre nature, et puisque la nature est la fin d'une chose, eh bien, en agissant selon notre nature, nous agissons pour notre bien. Je ne sais pas si j'ai Merci fixé beaucoup. bref, Merci mais en tout cas, beaucoup. il y aura un ouvrage bientôt sur le bien commun. Sur le bien commun. Mais on va vraiment suivre cette collection Critères chez Aura Decima sous l'égide de L'Homme Nouveau. Collection que vous dirigez, Joël Hautebert. Je vous remercie beaucoup de venir nous présenter cet opus que vous avez vous-même rédigé, Cohérence de la déconstruction. Chers amis, même si vous n'êtes pas habitués aux idées politiques, à cette manière de raisonner, vous entrerez très facilement à votre rythme dans cet ouvrage qui est, comme je le disais, un condensé. Et donc, nous allons suivre toute la collection et faisons-en des outils de formation. Un auditeur nous dit: autrefois, une famille vivait au même endroit, avec un même style de vie, une religion qui dictait la conduite morale. Ne pensez-vous pas que la déconstruction vient du déficit familial? Alors, la déconstruction des familles fait partie de ce projet émancipateur général qui a entraîné aussi bien l'effondrement des familles que l'effondrement des sociétés, que l'effondrement de l'individu lui-même dans toute son épaisseur d'être physique, doué de raison et également doué d'une âme. Le phénomène de déconstruction englobe tout. Alors, il est évident que l'équilibre des familles reste un rempart indispensable pour préserver l'équilibre humain. Aujourd'hui, on voit très bien que plus les familles sont détruites, plus les individus sont susceptibles de se soumettre aux diktats du wokisme, de l'idéologie du genre et de l'ensemble des idéologies délétères que nous connaissons. Hannah Arendt l'a très bien montré d'ailleurs dans son étude du phénomène totalitaire, où elle dit que les régimes totalitaires ont toujours cherché à détruire la famille. Pourquoi? Parce que la famille constitue par définition un cadre qui échappe au contrôle de l'État. C'est comme un filtre. C'est un filtre entre la propagande d'État et les individus. Voilà. Alors, c'est vrai pour la propagande d'État et c'est vrai même dans un bon régime, si vous voulez. C'est un filtre. Ça veut dire qu'il y a une identité propre, une identité familiale propre. Et plus elle est maintenue, plus il y a une culture
familiale authentique et vivifiée, plus l'individu est porté par celle-ci, et par définition, il est moins sensible à l'enseignement, aux dictates idéologiques qui vient d'ailleurs. C'est une évidence. Et au matraquage médiatique, culturel que vous évoquez. Notre entretien va toucher à sa fin, Joël Hautebert. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé les bases de toutes ces réflexions. Vous avez évoqué le bien commun qui sera développé, les corps intermédiaires en fait aussi, hein, comment dire, je trouve pas le bon mot, mais j'allais dire ce matelas, c'est pas très bon, mais entre toutes ces idéologies qui arrivent et la personne. Je voulais aussi signaler à nos auditeurs, puisque vous avez cité Hannah Arendt, au long de ce court opus, vous donnez énormément de pistes de réflexion pour aller plus loin. Ça commence avec Marcel Gauchet, l'avènement de la démocratie, on voit Alexis de Tocqueville, Pierre Manant, vous donnez toutes les références. Celui qui est curieux, celui qui a conscience de ses manques et qui veut les combler, trouvera avec cet outil et les pistes qu'il donne de quoi se former et de quoi résister. Un tout dernier petit mot, Joël Hautebert, pour conclure, si vous le souhaitez. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Valérie, de votre invitation dans votre émission. Et comme vous l'avez dit, je ne peux qu'inciter les auditeurs à faire l'acquisition de nos ouvrages et de suivre la collection, puisque dès le mois de juin, il y aura de nouveaux ouvrages. Et puis d'ici le mois de décembre, il y en aura encore d'autres, je vous l'ai dit, entre 10 et 12. Et bien évidemment, cette collection ne fait que débuter. Et nous visons cet objectif de 10-12 ouvrages par an. Je précise aussi que même si nous touchons aux politiques, nous abordons aussi d'autres questions connexes, comme la question de la beauté et de l'art. Au mois de juin, il y aura un ouvrage sur l'art. Merci infiniment, Joël Hautebert. Merci à Radio Courtoisie qui nous donne cet espace pour aller en profondeur sur toutes ces questions qui sont tellement vitales autour de la transmission. Et je remercie vraiment tous nos donateurs qui nous permettent d'être là. Et soyez, s'il vous plaît, de plus en plus nombreux. Tout ça ne se fait pas par la seule respiration. Chers amis, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines avec grande joie. Au revoir.